On appelle sourire une mimique caractéristique qui mobilise certains muscles du visage humain, autour de la bouche et autour des yeux. Le sourire signale l'humanité. Là où les hommes se trouvent, se rencontrent des sourires, plus ou moins nombreux, plus ou moins spontanés, aussi divers que les individus qui composent l'humanité, mais toujours reconnaissables. Que disent ces sourires de l'homme? Une humanité souriante, c'est-à-dire composée de femmes et d'hommes plus souvent souriants, permettrait-elle d'atteindre une société profondément humaine, au sens où la responsabilité morale de chacun envers l'autre serait respectée? Dans notre société occidentale, où les sourires envahissent les panneaux publicitaires, on constate que ce n'est pas forcément le cas. Dans quelle mesure le sourire peut-il non seulement révéler notre humanité, en être un signe, mais encore constituer un appel à l'humanité? Pour être mieux compris, le sourire mobilise de nombreux champs disciplinaires qui se rattachent aux sciences humaines: psychologie, sociologie, histoire, ethnologie, histoire de l'art, histoire des sciences et des techniques. Pourtant, le sourire ne semble pas être réservé aux êtres humains. C'est en tout cas la leçon que l'on peut tirer de plusieurs études menées en éthologie. De nombreux animaux expriment leur satisfaction, leur joie et d'une manière générale leurs émotions positives en souriant. Mais il faut immédiatement s'accorder sur le sens de ce qui est qualifié ici de sourire. En effet, sur le plan physiologique, toute manifestation de bien-être ressenti, ou même toute émotion joyeuse qui transparaît à travers une modification corporelle, peut être qualifiée de sourire. Chez les animaux autres que l'homme, l'expression du bien-être existe, et elle mobilise telle ou telle partie du corps en fonction des espèces et de leur capacité à solliciter certains muscles. Ainsi, les pies sourient-elles avec les plumes érectiles de leur queue, alors que les chats sourient en clignant des yeux. On le constate cependant, les hommes sourient en fonction d'une très grande variété de sensations et d'émotions, et non pas seulement parce qu'ils ressentent du bien-être et de la joie. On peut sourire dans les larmes, et il existe des sourires confiants, tristes, inquiets, irrités, timides, forcés, des sourires séducteurs, doux, pervers, charmants, angéliques, sardoniques, moqueurs, ironiques, inquiétants, mélancoliques, prometteurs. La liste n'est pas close. Les hommes sont aussi capables de sourire pour cacher leurs émotions, et leurs sourires ne sont plus alors l'expression de ces émotions, mais un masque. Il y a donc une richesse et une ambiguïté du sourire qui correspond à une spécificité humaine. Chez l'homme, le sourire a comme particularité de se former sur un visage. Il n'y a pas de sourire sans visage, lequel se définit non par des traits particuliers, mais par son ouverture. Le sourire qui se forme sur le visage est l'endroit du corps où s'exprime et se manifeste un sens, une orientation, le point de notre corps qui montre que nous ne sommes pas qu'un corps. Le sourire qui se forme sur un visage humain est une adresse. Il montre que le sujet humain ne se constitue pas comme fermeture autour d'une intimité, mais comme une ouverture au monde et à autrui. Puisqu'il manifeste la capacité qu'a un visage de se tourner vers un autre, de solliciter autrui, sans contrevenir pour autant à sa liberté. Alors, permettez-moi d'illustrer ces propos par deux tableaux, deux portraits souriants, qui sont certainement connus par les amateurs d'histoire d'art. Ici, vous avez un autoportrait de Élisabeth Vigée-Lebrun, qui est une peintre du XVIIIe siècle. Elle tient dans ses bras sa fille. Et voici un tableau du peintre Frans Hals. C'est un tableau qui se trouve à Amsterdam. Et vous voyez ici, en fait, deux époux, Isaac et Béatrix, qui vous regardent en souriant. Le sourire d'un être humain entre également dans la catégorie du geste, lequel est un signe
qui ne peut exister que chez un être humain doté de langage. Un geste supplée parfois au manque de mots. Par exemple, un signe de la main exprime un au revoir, et un sourire timide peut remplacer un « je comprends » ou « je suis désolé ». Il fait alors intervenir le corps dans la conversation, comme le rappelle Michel Guérin dans sa philosophie du geste. Sourire fait précisément intervenir le corps dans la conversation. Le geste a surtout comme caractéristique d'être volontaire. Un geste ne peut être dit geste que s'il est volontaire. Or, les sourires ne sont pas toujours spontanés ni automatiques. Ils sont des propositions dans un rapport vivant à des êtres humains. Ils peuvent aussi être une réponse à une sollicitation qui vient d'autrui. Dans tous les cas, sourire est un événement qui modifie l'espace dans lequel il surgit. Ces sourires échangés sont comme des traits d'union, certes fragiles et fugaces, mais ils manifestent la possibilité d'exister à l'unisson d'autres êtres humains, au moins pour un instant. Il y a donc une spécificité humaine du sourire. Reconnaître cette spécificité peut suffire à décider de réserver ce mot à la mimique formée par des êtres humains. Dès que nous percevons un sourire, c'est d'ailleurs toujours à l'humanité que nous sommes renvoyés. Voyez par exemple Monsieur Chat, qui est l'œuvre d'un artiste urbain franco-suisse qui s'appelle Thomas Wühl. Le fait que ce personnage félin soit souriant nous renvoie d'emblée à une réflexion sur l'homme. Thomas Wühl dit d'ailleurs lui-même qu'il a inventé Monsieur Chat pour apporter dans les villes de l'optimisme et rappeler aux passants les valeurs de l'humain et de l'amour. On pourrait ajouter que les sourires permettent d'identifier un visage humain, à condition que ces sourires soient en mouvement et dépendant d'un certain kairos, c'est-à-dire d'un moment opportun, un moment particulier qui se situe au sein du temps qui passe. Car la fixité du sourire, par exemple celle d'une bouche souriante dessinée sur un masque cachant en partie le visage, provoque assez vite un malaise. Oui, le sourire donne apparence humaine à une face, mais seul le sourire qui naît et passe sur un visage montre que la personne qui sourit ou qui a souri est un être humain. Ainsi, un robot humanoïde pourrait être distingué d'un être humain par le sourire. Les sourires, quels qu'ils soient, rendent compte des divers aspects de l'humanité. Un enfant qui sourit spontanément montre ce qu'il ressent intérieurement. Mais progressivement, en apprenant à maîtriser les muscles de son visage, l'enfant va également sourire en fonction des règles de bonne manière transmises par l'éducation qu'il reçoit au sein de la culture qui est la sienne. Il sourira plus ou moins et d'une manière ou d'une autre, en se couvrant par exemple la bouche. Il sourira selon des pratiques culturellement fixées, ces pratiques ayant souvent pour but de gommer la naturalité du sourire. Par exemple, on le voit ici, avec des pratiques qui consistent à limer les dents chez les Pygmées et traditionnellement le fait de teindre ses dents au Vietnam. On peut également trouver des pratiques qui consistent à utiliser des ornements de bouche ou encore à teindre ses gencives. Le petit homme, puis l'adulte, sourira d'autant plus qu'on lui a souri. Il y a un mimétisme du sourire et le petit enfant qui sourit apprend aussi à sourire en imitant les visages souriants qui se penchent sur son berceau. Ainsi, dans le sourire, se trouvent intimement liés l'inné et l'acquis. En ce sens, les sourires nous renseignent vraiment sur ce qu'est l'humanité, en laquelle le naturel et le culturel sont inextricables, le culturel devenant une seconde nature pour les êtres humains. La façon dont quelqu'un sourit, en fonction de telle ou telle circonstance de la vie, donne des informations sur sa psychologie et son appartenance culturelle, mais aussi sociale. Avec les soins dentaires, en fait, qui sont en particulier un indicateur. Mais il serait réducteur de penser
que les discours tenus par les sciences humaines suffisent pour comprendre la complexité de ce phénomène qu'est le sourire lorsqu'on le pense comme étant un phénomène spécifiquement humain. Observons, si vous le voulez bien, un bébé souriant aux anges. Ce sourire est indépendant de toute pression sociale, puisqu'il s'agit d'un tout petit, et que comme tel, il n'a pas encore intégré ces règles. Même s'il a les yeux fermés, non seulement le bébé qui sourit semble sourire à quelqu'un, à ces fameux anges de l'expression, mais il semble sourire de tout son être, de toute son âme. Cette expression mérite qu'on lui prête attention. Elle suggère que le sourire spontané, le sourire sincère, ne semble pas être seulement la manifestation d'un plaisir physiologique. On l'a dit, le sourire est une adresse. Il est un phénomène visible et comme tel matériel. Mais il semble rappeler à celui qui le perçoit qu'un être humain n'est pas que matière, qu'il a aussi une âme, un esprit. Plus précisément, de très nombreux sourires sont révélateurs du fait qu'un être humain est capable de penser et de mettre à distance les événements de son existence et les idées qui l'animent. C'est par exemple le sourire de l'ironiste qui nous avertit que les mots qu'il prononce ont un autre sens que le sens premier que ces mots suggèrent. C'est aussi le sourire de résistance que certains textes de la littérature nous permettent de nous représenter. Par exemple, le sourire d'Antigone dans la pièce de Jean Anouilh, ou certains sourires que la photographie a su capter. Par exemple, le sourire du résistant Georges Blain faisant face à un peloton d'exécution durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Les sourires peuvent donc être l'expression d'une forme de liberté et d'indépendance intérieure, un acte infraspéculatif qui marque une mise à distance du sujet vis-à-vis des événements vécus. Les sourires changent notre relation au monde et à nous-mêmes autant qu'ils expriment ce changement. Nous pouvons percevoir ce changement quand nous voyons quelqu'un sourire. Nous percevons alors un sens qui nous entraîne sur un autre terrain que celui de la matérialité. L'affinité du sourire, de la liberté et de l'esprit permet sans doute de comprendre pourquoi le sourire a une place particulière dans l'art de plaire. Les sciences humaines ont bien montré que le sourire a des avantages sociaux considérables. Comme il appelle le sourire, il permet de créer des contacts et facilite les relations sociales. Cependant, reconnaître qu'un sourire est plein de charme, ce n'est pas seulement juger qu'il rend aimables les traits d'une personne. C'est percevoir, ou plutôt entreapercevoir en l'autre un quelque chose, un élément intangible qui relève de la grâce, qui nous attire mais qui reste caché. C'est ainsi que le philosophe français Vladimir Jankélévitch décrit le charme. Il est ce par quoi un je ne sais quoi attire les cœurs les plus durs. Il produit parfois de nobles sentiments, mais il ne le fait jamais connaître que par là. Son prix et son avantage consistent à être cachés. Voilà ce qu'écrit Jankélévitch à propos du charme. Sourire est d'autant plus efficace dans l'art de plaire que le charme échappe à l'appréhension des sens, car il est un supplément d'âme mystérieux qui attire sans pouvoir être défini avec précision. À travers le charme, un sourire peut donc permettre de se dégager du visible. Dans l'art de plaire, sourire ouvre possiblement un passage des sens physiques vers le sens spirituel. L'intuition selon laquelle les sourires nous rendent disponibles et sensibles au mystère de la spiritualité se retrouve dans une des plus anciennes cultures connues. Il s'agit de la culture du peuple Aïnou. Le peuple Aïnou a une culture qui est aujourd'hui disparaissante car ils vivent entre le Japon et la Russie et ont été victimes pendant de très nombreuses années d'une assimilation forcée. Donc traditionnellement, les jeunes filles Aïnou, dont vous voyez ici un portrait, étaient tatouées autour de la bouche jusqu'au jour du mariage. Ce sourire hypertrophié
signalait donc la maturité sexuelle des femmes. Mais ce sourire avait un sens supplémentaire. En effet, ce sourire était censé assurer une mise en relation avec le monde des esprits. Observer ces sourires Aïnou, c'est donc être introduit au cœur d'une spiritualité de type religieux, c'est-à-dire une spiritualité liée à un système de croyances et de rites qui permettent à un être humain d'établir un contact avec ce qui le dépasse infiniment. De façon générale, et indépendamment de la question d'une spiritualité de type religieux, on peut dire que le sourire n'est pas un phénomène exclusivement biologique, psychologique, social. Il est un phénomène spirituel, au sens où Michel Foucault le définit dans l'herméneutique du sujet. Et spirituel, tout acte d'un sujet qui, pour parvenir à une vérité, se transforme lui-même. Sourire est la manifestation, ou bien l'annonce, ou même parfois la cause d'une transformation de soi. Sourire, mais aussi percevoir certains sourires, est une ouverture vers un au-delà, et cette ouverture est capable d'opérer une transformation de soi. Car les sourires ne sont pas seulement un des signes qui manifestent la présence de l'humanité. Ils peuvent souvent être un appel à l'humanité. C'est sans avoir besoin de l'analyser ou de réfléchir que nous percevons que quelqu'un nous sourit et que ce sourire nous requiert. Cette reconnaissance intuitive et immédiate est sans doute basée sur une reconnaissance émotionnelle, mais elle est aussi d'ordre éthique. La présence des sourires sur le visage des femmes et des hommes peut intervenir comme un déclic lorsque ces sourires nous sont adressés. Ils nous rappellent à notre humanité, comprise comme lien et comme responsabilité à l'égard de l'autre. Le sourire que je perçois me rappelle que l'autre est un être humain, sentant, incarné, éprouvant des émotions, ayant une intériorité. Un être ayant une sensibilité et une intelligence, une histoire et une liberté, et un esprit et une liberté. Le philosophe français Emmanuel Lévinas, dont on a parlé déjà, expliquait que le visage est une incarnation de l'altérité. Selon Lévinas, nous ne pouvons pas voir un visage sans entendre résonner en nous le commandement absolu « tu ne tueras point », qui est au fondement de toute vie humaine et de toute éthique. Or, les sourires, parce qu'ils attirent notre attention sur le visage, me semblent pouvoir être une des occasions qui favorisent l'expérience, ou plutôt l'épreuve de l'éthique. Pour illustrer cette idée, on peut se référer à un fait relaté dans la presse. Le compte-rendu d'une des premières auditions de Ayoub El-Kazani devant un juge d'instruction. Ayoub El-Kazani a depuis été déclaré coupable de l'attentat avorté du Thalys en 2015. Selon lui, si l'attentat avait échoué, ce n'était pas parce que son fusil s'était enrayé ou que des jeunes Américains l'avaient maîtrisé, mais parce que, alors qu'il sortait des toilettes, prêt à tuer, quelqu'un lui avait souri. Ce sourire l'aurait bloqué, selon ses dires, le conduisant à se détourner de sa volonté meurtrière. Le jugement rendu par la Cour en octobre 2021 n'a pas retenu cette déclaration comme valant pour circonstances atténuantes. Mais pour peu qu'on s'intéresse au sourire, on ne peut qu'être frappé par ce que cette déclaration présuppose quant à la force d'un sourire et quant à son efficace sur le plan éthique. En percevant un sourire à lui adressé, un homme qui désirait commettre un crime déclare que ses intentions ont changé à cet instant précis. Ce changement de volonté était un changement de direction, une véritable conversion existentielle. Ce récit a-t-il été inventé afin de minimiser sa responsabilité morale? Il est difficile de l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que les sourires qui nous sont adressés nous rappellent toujours que nous ne sommes pas seuls au monde
et que nous devons partager ce monde. En ce sens, sourire est un appel à l'humanité. Dans certaines circonstances, sourire est même un moyen de donner du sens à notre condition humaine et de trouver une raison de vivre. En effet, comme l'a si bien écrit le philosophe Pascal, l'homme n'est pas grand-chose à l'échelle de l'univers. La condition humaine ressemble fort à celle de Sisyphe, qui est comme englué dans l'absurde. Or, au cœur de cette condition humaine, les sourires nous offrent souvent la possibilité de persévérer dans notre être, selon la formule du philosophe Spinoza. En effet, les sourires accompagnent naturellement la joie que procure à chacun cette persévérance, et ils l'encouragent. Le sourire, celui que nous formons sur notre visage, comme celui que nous percevons sur le visage d'un autre, pour peu que nous y soyons attentifs, permet de développer et parfois de nous accrocher à notre désir de vivre. De plus, sourire est un moyen de mettre en place les conditions d'une collaboration avec nos semblables, d'entrer dans la construction d'une relation qui donne du sens à nos vies et qui sait, peut-être, peut permettre de réussir à transformer le monde. Les sourires sont donc, dans certaines circonstances, un appel à l'humanité comprise comme responsabilité éthique. Mais il signale également que nos façons d'être humains se déclinent parfois en inhumanité. On songe ici au sourire esquissé devant le mal, au sourire d'approbation face à la violence, à ces sourires dits diaboliques, qui précisément le sont parce qu'ils sont exécutés par des êtres humains, qui au moment où ils sourient, semblent privés de toute bienveillance. L'inhumanité de certains sourires révèle de façon paradoxale l'appartenance d'un être à l'humanité, parce que cette mimique signale la présence d'un être qui devrait se comporter autrement. Ce n'est donc pas sur la joie et la bonté que nous éclaire en général le sourire, mais sur ce que signifie être en relation avec les autres et sur la façon dont chacun habite le monde. Si le sourire est un propre de l'homme, alors il s'agit d'un propre aussi fragile que l'humanité elle-même. Érasme, le grand humaniste, écrivait « Les hommes, crois-moi, ne naissent pas hommes, ils le deviennent ». J'apprécie cette citation parce qu'elle énonce clairement que l'humanité, quelque chose que je crois vrai profondément, c'est que l'humanité de l'homme dépend d'un processus lié à l'éducation. Il y a un devenir humain sans lequel aucun être ne pourrait être dit humain. L'humanité est un donné de la nature qui a besoin d'être cultivé, élevé, grâce à la présence d'autrui, grâce à son attention et grâce à la transmission de savoir. Mais j'aime aussi la citation d'Érasme pour ce qu'elle suggère à partir des mots « crois-moi ». L'humanité dépend d'une espérance, laquelle est une des modalités de la confiance. Il faut espérer en l'humanité pour la faire advenir. Et voir des sourires nous aide à espérer. Sourire est un rappel discret, mais bien visible et constant, car quotidien, familier, de notre humanité, de sa richesse, mais aussi de sa fragilité. Quand on s'interroge sur la valeur de ce que nous construisons et entreprenons dans nos existences humaines, un sourire ne semble d'aucun poids. Mais son inscription dans l'instant, c'est sa force même. Un sourire rappelle la fugacité du temps, mais aussi tous les possibles qui s'y inscrivent. Dans ces conditions, le port du masque pose un problème certain. Premièrement, parce qu'en cachant notre bouche, il occulte en grande partie notre sociabilité. Bien entendu, il est possible de percevoir un sourire en regardant uniquement les yeux de quelqu'un ou en percevant le ton de sa voix. Mais il faut alors beaucoup d'attention portée à l'autre. Or, ce qui est intéressant dans les sourires qui naissent des interactions sociales, c'est qu'ils lissent les rapports humains, même lorsque nous ne sommes pas attentifs à l'autre. Ils nous rendent attentifs à celui qui sourit. L'attention n'est pas ici un prérequis, mais un effet. Deuxièmement, le port du masque fait problème parce qu'il occulte, en cachant le sourire,
une porte d'entrée possible vers la reconnaissance de l'existence d'une part de liberté en chaque être humain, vers la reconnaissance d'un ordre qui nous dépasse en tant qu'être biologique et en tant qu'être sociaux. Le port du masque gêne notre inscription dans un ordre éthique et spirituel. En dépit du port du masque, il s'agit donc d'entretenir notre capacité à sourire, et tout particulièrement à nous sourire, pour que nous restions humains et que nous nous rappelions que nous le sommes. Une solution pratique serait de porter des masques transparents. Un projet plus exigeant serait de ne pas renoncer à pratiquer l'humour, celui qui respecte les personnes et qui se distingue de la moquerie et du rire bruyant. En cultivant également, coûte que coûte, ce que le philosophe français Henri Bergson nommait la politesse des manières. Celle-ci n'est peut-être que de l'ordre du paraître, et le geste qu'est le sourire pourrait n'être qu'hypocrite. Mais grâce à cette politesse des manières, selon Bergson, il est pourtant possible de passer insensiblement à la politesse de l'esprit, puis à celle du cœur, laquelle peut permettre de vivre dans une société ouverte. Les sourires, tels qu'ils soient, même s'ils ne sont que des façades, même s'ils ne sont que de façades au départ, peuvent changer d'intensité et de tonalité. Ils ouvrent la voie à une émotion qui peut être au fondement de la société ouverte, de la morale ouverte et de la religion ouverte, dont parle l'œuvre de Bergson en particulier à la fin de sa vie et de son œuvre. Une telle société n'est jamais définitivement acquise. Elle demande sans cesse à retrouver l'élan créateur qui, selon Bergson, irrigue toute vie. Dans cette société, les femmes et les hommes pourront développer pleinement toutes leurs qualités humaines. Les sourires peuvent nous aider à entrevoir cette société, à l'espérer. Ils peuvent même peut-être nous encourager à la construire. Mais pour cela, il ne s'agit pas de sourire davantage, de sourire plus souvent, voire de sourire constamment. Il s'agit de se sourire, c'est-à-dire d'accepter d'entrer en relation avec les autres et avec un courant vital. Je vous remercie.